Paul Biya, 92 ans, est le plus vieux chef d'État en exercice du monde. Il a annoncé hier, lundi 14 juillet, sa candidature pour briguer un 8e mandat lors des élections présidentielles d'octobre prochain. Une date encore incertaine pour un pays dirigé d'une main de fer depuis plus de 5 décennies par cet homme dont les apparitions publiques sont devenues rares. Alors que 75% des Camerounais n'ont connu aucun autre dirigeant, la perspective d'une transition politique est devenue une question taboue. Une alternance est-elle envisageable? Bonjour Brice Mollo. Bonjour Astrid. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue et historien, docteur à l'EHESS et à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, actuellement en post-doctorat à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Alors peut-être une question toute simple pour commencer. Est-ce que vous vous attendiez à cette annonce de candidature? Et question suivante, l'élection du 12 octobre est-elle pliée d'avance? Elle n'est pas simple, cette question, mais oui, je ne suis pas du tout surpris par la candidature de Paul Biya. L'année dernière, j'écrivais un texte où je disais que Paul Biya incarne le corps du pouvoir et le corps du pouvoir, soit il disparaît, soit il s'incarne en une autre personne. Et tant que Paul Biya est, Paul Biya essaiera de rester au pouvoir. Alors, est-ce que l'élection est pliée d'avance? J'ai envie de dire oui, parce que les institutions qui contrôlent, ou en tout cas qui s'occupent de l'organisation des élections, sont sous le contrôle justement de l'administration qui, elle aussi, est sous le contrôle de Paul Biya. En revanche, il s'est passé récemment quelques soubresauts qui sont de nature justement à un peu brouiller les pistes, notamment la démission de deux des ministres de Paul Biya. On ne sait pas encore quel sera leur positionnement dans cette élection, même s'ils ont annoncé qu'ils seraient candidats. Donc c'est une élection qui, a priori, sera remportée par Paul Biya, mais il peut y avoir une ou deux surprises. Alors, vous pensez sans doute en la personne de Issa Chiroma Bakary, ministre de l'Emploi, qui a quitté le gouvernement fin juin. Il y a un autre ministre d'État qui l'a quitté. Est-ce que ces candidatures vont se révéler, vous pensez? Jusqu'ici, les raisons pour lesquelles ces deux ministres ont démissionné, c'était aussi pour être candidats à cette élection. On s'attend justement à ce qu'ils présentent des candidats, leurs partis ont des élus et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas candidats. On attend et on verra, c'est la dernière semaine là. Paul Biya a été élu président de la République en 1984. Avant, il était Premier ministre depuis 1975. Comment peut-on résumer ces 4 ou 5 décennies au pouvoir? C'est difficile à résumer en quelques mots. C'est savoir être présent et absent en même temps. C'est vraiment une absence-présence qui fait qu'il est absent et donc et donc il y a des demandes populaires à le voir qui ont souvent aussi été ponctuées par des rumeurs de décès, de disparitions et à chaque fois il réapparaissait pour se relégitimer. C'est aussi un pouvoir discret qui ne fait pas beaucoup parler de lui à l'international et qui a intérêt justement à ne pas du tout faire l'actualité. C'est un pouvoir qui fonctionne au clientélisme, à la cooptation de toutes les forces qui essayent de s'imposer ou de se liguer contre lui. C'est aussi un pouvoir autoritaire, mais un autoritarisme doux, c'est-à-dire qu'il sévit en coulisses sans nécessairement faire beaucoup de bruit, même si depuis 2016, c'est un pouvoir qui a été ébranlé par la crise dite anglophone, mais aussi par les résurgences de Boko Haram. Donc c'est un pouvoir très particulier quand même qui s'analyse difficilement. On voit toutes les difficultés que rencontrent les analystes pour dire ce régime. Brice Mollo, vous parliez à l'instant des absences fréquentes du président camerounais. Vous étiez d'ailleurs venu ici dans les matins avec Guillaume Erner nous en parler il y a 8 mois de ces absences. Est-ce qu'elles sont justifiées auprès de la population? Est-ce qu'elles sont pour des raisons de santé? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Justement, là, la difficulté, c'est que rien ne justifie les absences du président, mais ne pas pouvoir les justifier ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une routine finalement. Et donc, les Camerounais s'y sont habitués, s'y sont faits. Et la dernière fois, il y a 8 mois, ce sont des absences qui ont duré plus d'un mois. C'était assez inédit, mais à chaque fois, elles s'accompagnent de demandes, des gens veulent voir le corps qui incarne le pouvoir. Et donc, à chaque fois, il arrive à rentabiliser
pénaliser de telles absences. Je le disais en introduction, il a 92 ans. Est-ce que la question de sa disparition est parfois abordée par les oppositions, dans la population? Elle est abordée par les oppositions, mais c'est aussi une question qui est très contrôlée par le pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une liberté à dire certaines choses, mais c'est une liberté contrôlée. Et donc, il y a des choses que les oppositions arrivent à dire, mais toujours en contrôlant, en injectant par à coup, parce que la parole est contrôlée et que la parole est sous contrôle. Est-ce que quand même on arrive à percevoir le sentiment d'une partie de la population ou le reste par rapport à ce président? Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est de la défiance? Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce que c'est de la résignation? Est-ce qu'il y a un peu de tout ça? Il y a un peu de tout ça, il y a beaucoup de résignation. Il y a une partie des Camerounais qui estiment que, il vaut mieux laisser Paul Biya, terminer terminer sa vie, au pouvoir parce que de toute manière, il n'échappera pas à l'usure du temps. Il y en a qui estiment que, le moment est venu de le déloger ou de le faire partir, de le faire entrer au village pour utiliser sa propre rhétorique. Mais à chaque fois, les discours ne s'accompagnent pas nécessairement d'action, ou en tout cas, les discours sont accompagnés d'inaction, et cette inaction, depuis plus de 40 ans, elle a maintenu Paul Biya au pouvoir. Peut-être qu'on peut parler de l'année 2008. C'est le moment où Paul Biya supprime la limitation des mandats. C'est important ça comme point, comme date dans cette trajectoire? Oui, c'est très important, ce d'autant plus que c'est la dernière véritable contestation populaire et nationale, c'est-à-dire que la suppression de ce verrou constitutionnel s'était accompagnée de manifestations à Yaoundé et Douala avec des arrestations arbitraires, des disparitions aussi orchestrées par les forces de l'ordre. C'est un moment central, pourquoi? Parce que jusqu'en 2008, à la veille de justement cette limitation à la veille de ce moment où il fait sauter ce verrou, il y a pas mal de personnes qui s'étaient déjà positionnées plus ou moins sur la suite, notamment par rapport à l'élection de 2011. Or, après cela, il y a eu une série d'arrestations dans son propre camp, hein, c'est-à-dire de ses propres ministres. Et depuis lors, il n'y a plus jamais eu de contestation ou de soulèvement vraiment national au Cameroun. Et donc, c'est un moment, de mon point de vue, qui est fondateur aussi. Je ne peux pas reconnaître des résultats qui proclament vainqueur celui qui n'a pas été élu. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Personne ne peut attendre de moi une autre réponse que celle-ci. J'aurais vraiment l'air de quoi si je disais oui, après tout cela, oui, c'est bien lui le vainqueur. Ça voudrait dire que je n'étais pas sérieux dans ce que je disais, que je n'avais pas de chiffres, qu'il n'y a pas toutes les irrégularités que nous avons montrées au Conseil constitutionnel. Donc, je ne peux pas reconnaître un tel résultat. La voix de l'opposant Maurice Kamto qui refuse de reconnaître la victoire de Paul Biya sur France 24 le 22 octobre 2018. Ça, c'est peut-être une autre date clé. Oh, la contestation des élections a une longue histoire au Cameroun avec 92 qui aura été la contestation la plus importante. À la dernière élection en 2018, Maurice Kamto était beaucoup trop loin de Paul Biya pour que sa contestation suscite un engouement populaire. Il était deuxième avec moins de 20% des voix. C'est beaucoup trop peu pour justement porter un mouvement populaire. Ce d'autant plus que les élections qui s'en sont suivies, les municipales et les législatives, Maurice Kamto n'était pas candidat et donc lui-même s'est tiré une sorte de balle dans le pied parce qu'il ne peut pas être investi par son parti, le MRC. Là, pour les prochaines élections présidentielles d'octobre, si c'est bien cette date-là qui est retenue, est-ce que les oppositions sont en ordre de marche? Les oppositions sont en ordre de marche, mais toujours dispersées. C'est la grande faiblesse de toutes ces personnes, c'est qu'elles n'arrivent pas à se mettre ensemble. Or, lorsque vous avez quand même affaire à quelqu'un qui contrôle le pouvoir depuis plus de 40 ans, il faut beaucoup plus qu'un candidat pour le renverser. Et là, à date, il n'y a pas au sein des oppositions un parti qui arrive à avoir des scrutateurs et des personnes pour surveiller le vote sur toute l'étendue du territoire. Donc, s'ils ne se mettent pas ensemble, ils iront encore une fois de manière dispersée et ça ne peut que servir le pouvoir.
Est-ce que les élections sont libres et surveillées, justement ? Ah bah, la liberté et la surveillance vont toujours ensemble. Il y a une liberté apparente des élections. On ne peut pas dire que le Cameroun est pire que certains autres régimes autoritaires qu'on a vus notamment dans d'autres pays africains. En revanche, on sait très bien comment le RDPC arrive à se faire réélire et il y a assez de travaux là-dessus avec des magouilles, des achats et surtout une surveillance quasi absente des partis d'opposition. Peut-être un mot, Brice Molo, sur la jeunesse, puisqu'elle est très nombreuse au Cameroun. 60% de la population a moins de 25 ans. Est-ce qu'elle s'attend à quelque chose, elle, dans cette élection ? Est-ce que vous pensez qu'elle sera plutôt dans l'abstention, au contraire dans la mobilisation ? Le Cameroun, c'est un vrai régime d'attente. L'attente, c'est-à-dire que tout le monde est suspendu à l'horloge d'un seul individu qui est Paul Biya. On a affaire à un pouvoir, ou en tout cas c'est une exclusivité postcoloniale. C'est que Paul Biya est au monde le dernier dirigeant qui aura fait l'école coloniale tardive et qui est héritier justement de la première administration post-coloniale, alors que plus de 60% de la population camerounaise n'a pas connu cette période-là. En revanche, ce qu'on observe aussi, c'est que c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force parce que la jeunesse camerounaise est très politisée, qu'elle est de plus en plus informée et au fait et partisane de tous ces mouvements anti-impérialistes qu'on observe dans la plupart des autres pays. Mais c'est aussi une faiblesse parce que cette jeunesse-là n'aura connu que Paul Biya et qui a aussi une forme d'accoutumance. Hier encore, une bande de jeunes, même si instrumentalisés par le pouvoir, ce sont quand même des jeunes, ont remis une enveloppe de 40 millions de francs à Paul Biya pour soutenir sa candidature. C'est vrai que derrière, on retrouve une mainmise des caciques du pouvoir, mais c'est bien sûr aussi là-dedans une jeunesse instrumentalisée, comme on en avait également vu il y a quelques années, cette même jeunesse instrumentalisée pour marcher et demander à la France de rester très à distance du Cameroun. Vous parlez de la personnalisation de ce scrutin. Est-ce que quand même, dans ce genre de campagne, il y a de la place pour des débats politiques avec tous les sujets qui concernent le pays ? On peut penser à l'insécurité dans l'extrême nord, au chômage, au coût de la vie. Quels seront les thèmes de campagne, s'il y en a, qui seront sur le devant de la scène à ce moment-là ? Il y a toujours des débats au Cameroun. Tous les week-ends, les télévisions les plus écoutées organisent des débats sur une pluralité de sujets. Cela ne manque absolument pas du tout au Cameroun. Les enjeux de cette élection, du moins ce qu'on peut voir jusqu'à présent, c'est qu'il y aura l'âge du président. Sera-t-il capable de gouverner ou pas ? Il y a déjà de gros débats là-dessus avec des consultations qui ont été entamées par le secrétaire général de la présidence de la République. Il y a aussi la question de qui va gouverner parce que là, quand même, cette élection est assez inédite parce que pour la première fois, les Camerounais devront choisir comme président quelqu'un qui n'est pas candidat. C'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation de la personne, du corps et de la photo de Paul Biya pour des personnes qui gouvernent en coulisses. Ça, de mon point de vue, ce sera un enjeu de la campagne. Il y a d'autres enjeux qui sont économiques. C'est que le Cameroun est quand même en train de perdre pas mal de marchés dans la zone Afrique, dans la sous-région Afrique centrale. Il y aura la question de l'emploi avec le sous-emploi des jeunes. Donc, il y a pas mal d'enjeux qui seront, de mon point de vue, centraux. Merci beaucoup, Brice Molo, d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes sociologue et historien, docteur à l'EHESS et à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun, actuellement en post-doctorat à l'Institut de recherche pour le développement.